27e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Quatrième partie. La mort du Père. 27e section. Eugène, heureux de pouvoir annoncer au moribond la présence d'une de ses filles, arriva presque joyeux, rue Neuve-Sainte-Geneviève. Il fouilla dans la bourse pour pouvoir payer immédiatement son cocher. La bourse de cette jeune femme, si riche, si élégante, contenait 70 francs. Parvenu en haut de l'escalier, il trouva le père Goriot maintenu par Bianchon et opéré par le chirurgien de l'hôpital, sous les yeux du médecin. On lui brûlait le dos avec des moxas, dernier remède de la science. Remède inutile. Les sentez-vous demandait le médecin. Le père Goriot, ayant entrevu l'étudiant, répondit: elles viennent, n'est-ce pas? Il peut s'en tirer, dit le chirurgien, il parle. Oui, répondit Eugène, Delphine me suit. Allons, dit Bianchon. Il parlait de ses filles, après lesquelles il crie comme un homme sur le pâle cri, dit-on, après l'eau. Cessez, dit le médecin au chirurgien, il n'y a plus rien à faire, on ne le sauvera pas. Bianchon et le chirurgien replacèrent le mourant à plat sur son grabat infect. Il faudrait cependant le changer de linge, dit le médecin. Quoiqu'il n'y ait aucun espoir, il faut respecter en lui la nature humaine. Je reviendrai, Bianchon, dit-il à l'étudiant. S'il se plaignait encore, mettez-lui de l'opium sur le diaphragme. Le chirurgien et le médecin sortirent. Allons, Eugène, du courage, mon fils, dit Bianchon à Rastignac, quand ils furent seuls. Il s'agit de lui mettre une chemise blanche et de changer son lit. Va dire à Sylvie de monter des draps et de venir nous aider. Eugène descendit et trouva madame Vauquer occupée à mettre le couvert avec Sylvie. Au premier mot que lui dit Rastignac, la veuve vint à lui en prenant les règlements doucereux d'une marchande soupçonneuse qui ne voudrait ni perdre son argent ni fâcher le consommateur. Mon cher monsieur Eugène, répondit-elle, vous savez tout comme moi que le père Goriot n'a plus le sou. Donner des draps à un homme en train de tortiller de l'œil, c'est les perdre. D'autant qu'il faudra bien en sacrifier un pour le linceul. Ainsi vous me devez déjà 144 francs. Mettez 40 francs de drap et quelques autres petites choses. La chandelle que Sylvie vous donnera, tout cela fait au moins 200 francs. Qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en état de perdre. Dame, soyez juste, monsieur Eugène. J'ai bien assez perdu depuis 5 jours que le guignon s'est logé chez moi. J'aurais donné 10 écus pour que ce bonhomme-là fût parti ces jours-ci, comme vous le disiez. Ça frappe mes pensionnaires. Pour un rien, je le ferai porter à l'hôpital. Enfin, mettez-vous à ma place. Mon établissement avant tout, c'est ma vie à moi. Eugène remonta rapidement chez le père Goriot. Bianchon, l'argent de la montre, il est là sur la table. Il en reste 360 et quelques francs. J'ai payé sur ce qu'on m'a donné tout ce que nous devions. La reconnaissance du mont-de-piété est sous l'argent. Tenez, madame, dit Rastignac après avoir dégringolé l'escalier avec horreur. Soldez nos comptes. Monsieur Goriot n'a pas longtemps à rester chez vous. Et moi... Oui, il en sortira les pieds en avant. Pauvre bonhomme, dit-elle en comptant 200 francs, d'un air moitié gai, moitié mélancolique. Finissons, dit Rastignac. Sylvie, donnez les draps et allez aider ces messieurs là-haut. Vous n'oublierez pas Sylvie, dit madame Vauquer à l'oreille d'Eugène. Voilà 2 nuits qu'elle veille. Dès qu'Eugène eut le dos tourné, la vieille courut à sa cuisinière. Prends les draps retournés, numéro 7. Pardieu, c'est toujours assez bon pour un mort, lui dit-elle à l'oreille. Eugène, qui avait déjà monté quelques marches de l'escalier, n'entendit pas les paroles de la vieille hôtesse. Allons, lui dit Bianchon, passons-lui sa chemise, tiens-le droit. Eugène se mit à la tête du lit et soutint le moribond auquel Bianchon enleva sa chemise, et le bonhomme fit un geste comme pour garder quelque chose sur sa poitrine et poussa des cris plaintifs et inarticulés, à la manière des animaux qui ont une grande douleur à exprimer. Oh oh, dit Bianchon, il veut une petite chaîne de cheveux et un petit médaillon que nous lui avons ôté tout à l'heure pour lui poser ses moxas. Pauvre homme, il faut la lui remettre. Elle est sur la cheminée. Eugène alla prendre une chaîne tressée avec des cheveux blonds cendrés, sans doute ceux de madame Goriot. Il lut d'un côté du médaillon Anastasie et de l'autre Delphine, image de son cœur qui reposait toujours sur son cœur. Les boucles contenues étaient d'une telle finesse qu'elles devaient avoir été prises pendant la première enfance des 2 filles. Lorsque le médaillon toucha sa poitrine, le vieillard fit un han prolongé.
qui annonçait une satisfaction effrayante à voir. C'était un des derniers retentissements de sa sensibilité, qui semblait se retirer, au centre inconnu d'où partent et où s'adressent nos sympathies. Son visage convulsé prit une expression de joie maladive. Les deux étudiants, frappés de ce terrible éclat d'une force de sentiment qui survivait à la pensée, laissèrent tomber chacun des larmes chaudes sur le moribond, qui jeta un cri de plaisir aigu. Nasie, fifine, dit-il. Il vit encore, dit Bianchon. À quoi ça lui sert-il, dit Sylvie. À souffrir, répondit Rastignac. Après avoir fait à son camarade un signe pour lui dire de l'imiter, Bianchon s'agenouilla pour passer ses bras sous les jarrets du malade, pendant que Rastignac en faisait autant de l'autre côté du lit, afin de passer les mains sous le dos. Sylvie était là, prête à retirer les draps quand le moribond serait soulevé, afin de les remplacer par ceux qu'elle apportait. Trompé sans doute par les larmes, Goriot usa ses dernières forces pour étendre les mains, rencontra de chaque côté de son lit les têtes des étudiants, les saisit violemment par les cheveux, et l'on entendit faiblement « Ah, mes anges !» Deux mots, deux murmures accentués par l'âme qui s'envola sur cette parole. « Pauvre cher homme !» dit Sylvie attendrie de cette exclamation où se peignit un sentiment suprême que le plus horrible, le plus involontaire des mensonges exaltait une dernière fois. Le dernier soupir de ce père devait être un soupir de joie. Ce soupir fut l'expression de toute sa vie. Il se trompait encore. Le père Goriot fut pieusement replacé sur son grabat. À compter de ce moment, sa physionomie garda la douloureuse empreinte du combat qui se livrait entre la mort et la vie, dans une machine qui n'avait plus cette espèce de conscience cérébrale d'où résulte le sentiment du plaisir et de la douleur pour l'être humain. Ce n'était plus qu'une question de temps pour la destruction. Il va rester ainsi quelques heures et mourra sans que l'on s'en aperçoive. Il ne râlera même pas. Le cerveau doit être complètement envahi. En ce moment, on entendit dans l'escalier un pas de jeune femme haletante. Elle arrive trop tard, dit Rastignac. Ce n'était pas Delphine, mais Thérèse, sa femme de chambre. Monsieur Eugène, dit-elle, il s'est élevé une scène violente entre monsieur et madame à propos de l'argent que cette pauvre madame demandait pour son père. Elle s'est évanouie, le médecin est venu, il a fallu la saigner, elle criait « Mon père se meurt, je veux voir papa !» Enfin des cris à fendre l'âme. Assez, Thérèse. Elle viendrait que maintenant ce serait superflu. Monsieur Goriot n'a plus de connaissances. Pauvre cher monsieur, est-il mal comme ça, dit Thérèse. Vous n'avez plus besoin de moi, faut que j'aille à mon dîner. Il est 4h30, dit Sylvie qui faillit se heurter sur le haut de l'escalier avec madame de Restaud. Ce fut une apparition grave et terrible que celle de la comtesse. Elle regarda le lit de mort mal éclairé par une seule chandelle et versa des pleurs en apercevant le masque de son père où palpitaient encore les derniers tressaillements de la vie. Bianchon se retira par discrétion. « Je ne me suis pas échappé assez tôt, dit la comtesse à Rastignac. L'étudiant fit un signe de tête affirmatif plein de tristesse. Madame de Restaud prit la main de son père, la baisa. « Pardonnez-moi, mon père, vous disiez que ma voix vous rappellerait de la tombe ? Eh bien, revenez un moment à la vie pour bénir votre fille repentante. Entendez-moi, ceci est affreux. Votre bénédiction est la seule que je puisse recevoir ici-bas désormais. Tout le monde me hait, vous seul m'aimez. Mes enfants eux-mêmes me haïront. Emmenez-moi avec vous, je vous aimerai, je vous soignerai. Il n'entend plus, je suis folle. Elle tomba sur ses genoux et contempla ce débris avec une expression de délire. Rien ne manque à mon malheur, dit-elle en regardant Eugène. Monsieur de Trailles est parti, laissant ici des dettes énormes, et j'ai su qu'il me trompait. Mon mari ne me pardonnera jamais, et je l'ai laissé le maître de ma fortune. J'ai perdu toutes mes illusions. Hélas, pour qui ai-je trahi le seul cœur, elle montra son père, où j'étais adorée. Je l'ai méconnu, je l'ai repoussé, je lui ai fait 1000 maux, infâme que je suis. Il le savait, dit Rastignac. En ce moment le père Goriot ouvrit les yeux, mais par l'effet d'une convulsion. Le geste qui révélait l'espoir de la comtesse ne fut pas moins horrible à voir que l'œil du mourant. M'entendrait-il cria la comtesse. Non, se dit-elle en s'asseyant auprès de lui. Madame de Restaud ayant manifesté le désir de garder son père, Eugène descendit pour prendre un peu de nourriture. Les pensionnaires étaient déjà réunis. Eh bien, lui dit le peintre, il paraît que nous allons avoir un petit mortorama là-haut. Charles, lui dit Eugène, il me semble que vous devriez plaisanter sur quelque sujet moins lugubre.